Je m'appelle Christopher Miller. J'ai 30 ans et ma propre mère m'a mis à la porte le jour de Noël, quelques instants seulement après que je lui ai servi une dinde que j'avais payée, dans une maison dont je payais l'hypothèque. Avant que je vous raconte les retombées explosives qui ont déchiré ma famille et qui m'ont finalement libéré, faites-moi une faveur et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces histoires peuvent aller. Très bien, allons-y. La neige tombait derrière la fenêtre de la salle à manger. De grands flocons doux qui semblaient étouffer les bruits du monde. On aurait dit une carte postale. À l'intérieur, la maison sentait la dinde rôtie, la cinnamone et le pain du sapin de Noël installé dans le salon. Tout était parfait, ou du moins je l'avais conçu pour que ça le soit. Je voulais juste, pour un jour, sentir que nous étions une famille normale et heureuse. Je venais de poser le plat de dinde dorée sur la table. Ma mère Janet était assise en bout de table. Ma petite sœur, Laura, faisait défiler son téléphone et ma tante Carole buvait un verre de vin. Ça a l'air merveilleux, Chris, a dit tante Carole en offrant un faible sourire. J'ai hoché la tête, ressentant une petite lueur de fierté. Merci. J'espère que tout le monde a faim. Je me suis assis, j'ai pris ma fourchette et j'étais sur le point de prendre ma première bouchée quand ma mère s'est raclé la gorge. Elle ne m'a pas regardé. Elle a fixé un poing sur le mur juste au-dessus de mon épaule. Christopher, a-t-elle commencé, la voix calme, presque détachée. Je pense qu'il est temps que tu trouves ton propre logement. Tu dois déménager. La fourchette dans ma main s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Le cliquetis des couteaux et fourchettes autour de la table a cessé. Le seul son était le doux crépitement du feu dans la cheminée. J'ai lentement baissé ma fourchette, m'assurant que le mouvement était délibéré, contrôlé. Je ne lui donnerai pas la satisfaction d'une réaction. Vraiment, ai-je demandé, ma voix ne trahissant rien du chaos qui éclatait dans ma poitrine. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pourquoi donc? Elle a finalement croisé mon regard, son expression illisible. C'est juste le moment. Tu as 30 ans. Laura a besoin de son espace. J'ai besoin de mon espace. J'ai pris une respiration lente. Je vois. Eh bien, juste pour être clair, c'est moi qui paie le loyer, ou plutôt l'hypothèque. Je paie l'électricité, le gaz, Internet et le forfait téléphonique de la famille. J'achète aussi les courses, y compris, vous savez, tout ce repas. Ma voix était stable. Un journaliste énonçant des faits. La mâchoire de ma mère s'est crispée, mais elle n'a pas répondu. Elle a juste pris son couteau et sa fourchette et a coupé un morceau de dinde. Comme si je venais de faire une remarque sur la météo. Tante Carole s'est figée, son verre de vin flottant près de ses lèvres, les yeux grands ouverts. Ma sœur Laura, l'enfant chérie, a refusé de lever les yeux de son assiette. Elle a soudainement trouvé sa purée de pommes de terre incroyablement fascinante. Son silence était plus fort que les mots de ma mère. C'était une approbation. J'ai regardé autour de la table cette scène que j'avais si soigneusement construite. Les lumières chaudes, les décorations festives, la nourriture abondante. Tout semblait être une imposture, une scène pour une pièce dont j'ignorais être le méchant. Je me suis levé lentement. Ma chaise a fait un léger bruit de grattement sur le parquet. Excusez-moi, ai-je dit. Personne n'a répondu. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais pour comprendre pourquoi ce vase était déjà rempli jusqu'au bord, nous devons remonter un an en arrière, au jour où j'ai reçu l'appel téléphonique qui a tout changé. Un an avant ce dîner de Noël, ma vie m'appartenait. J'avais un super appartement au 12e étage d'un immeuble du centre-ville. Ce n'était pas luxueux, mais les baies vitrées du sol au plafond me donnaient une vue étendue sur la ligne d'horizon de la ville qui me faisait sentir au sommet du monde. Ma routine était simple, réveil, séance de sport dans l'immeuble, café pris à la boutique du bas, et marche jusqu'au travail. J'avais mes amis, mon espace, ma paix. C'était une vie que je m'étais bâtie, brique par brique, avec chaque longueur passée au bureau. J'étais ingénieur logiciel, et j'étais bon dans ce que je faisais. J'étais enfin vraiment indépendant. Mon père était décédé 5 ans plus tôt. Sa mort a laissé un vide que rien ne pouvait combler. Il était mon roc, ma boussole morale. La maison dans laquelle nous avions grandi n'était pas juste une maison. C'était un monument à son travail acharné. Je me souvenais de lui sur des échelles en été, peignant les moulures, et sur ses genoux dans le jardin,
plantant les rosiers que ma mère aimait tant. Cette maison est notre fondation, Chris, m'a-t-il dit un jour en essuyant la sueur de son front. C'est plus que du bois et des clous. C'est là où nous sommes en sécurité. Protège-la toujours. Ces mots étaient gravés dans mon âme. Après son départ, ma mère m'a assuré qu'elle avait tout sous contrôle. J'ai proposé d'aider pour les factures, mais elle m'a écarté d'un geste de la main. Ne sois pas ridicule, mon chéri. J'ai l'assurance vie de ton père. Tout ira bien. Va construire ta propre vie. Alors je l'ai fait, en la croyant. Puis est venu l'appel téléphonique lors de ce mardi gris après-midi. Mon téléphone a vibré et le nom de maman est apparu sur l'écran. J'ai répondu avec un sourire. Salut maman, quoi de neuf? Sa voix est revenue sous la forme d'un murmure étranglé et désespéré. Chris. Oh, Chris. Instantanément, mon sourire a disparu. Mon cœur a bondi dans ma gorge. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? La maison, a-t-elle sangloté, les mots se brisant. La banque a envoyé une autre lettre. La dernière. Ils vont prendre la maison. Le monde a semblé basculer sur son axe. De quoi tu parles? Je pensais que tu payais les mensualités de l'hypothèque. Tu as dit que tout allait bien. J'ai essayé, a-t-elle gémi, sa voix montant en un véritable crise de larmes. J'ai vraiment essayé, mais mon travail à temps partiel a réduit mes heures et l'argent de l'assurance. C'est parti si vite. Je ne voulais pas t'inquiéter. J'avais tellement honte. Saisie immobilière. Le mot a été comme un coup de poing dans l'estomac. Tout ce que je pouvais voir, c'était le visage de mon père. Son sourire fier alors qu'il se tenait sur la pelouse fraîchement tondue. Protège-la toujours. Ces mots résonnaient dans ma tête. Un ordre solennel. Perdre cette maison me semblait être un échec envers lui de la manière la plus fondamentale. De combien as-tu besoin, maman? Quel est ton retard? Mon esprit était déjà une calculatrice frénétique. Chiffres et budgets tourbillonnaient. Ils ont dit que j'ai 3 mois de retard, a-t-elle reniflé. C'est des milliers de dollars, Chris. Je ne les ai pas. Je n'ai plus rien. Il n'y avait pas de décision à prendre. C'était un instinct, un devoir, l'ordre de mon père. Ne t'inquiète pas, maman, ai-je dit, ma voix ferme, projetant une confiance que je ne ressentais pas. Je vais gérer ça. Je vais m'en occuper. Nous ne allons pas perdre la maison. Le soulagement dans sa voix était presque palpable. Oh, Chris, merci. Merci. Ce week-end-là, j'emballais ma vie dans des cartons. J'ai payé une pénalité de 2000 $ pour rompre mon bail. Alors que les déménageurs emportaient le dernier carton de mon appartement, je me suis tenu près de la fenêtre, jetant un dernier coup d'œil à la ligne d'horizon qui avait été la toile de fond de ma liberté. Je me suis dit que c'était temporaire, un noble sacrifice. Quand je suis arrivé dans ma maison d'enfance, ma mère a entouré mes épaules de ses bras, me serrant avec une force désespérée. Oh, Chris, a-t-elle chuchoté contre mon épaule, sa voix lourde d'une émotion mise en scène. Tu me sauves. Tu es mon héros. Je l'ai serré en retour, respirant l'odeur familière de son parfum, et j'ai ressenti une vague de fierté. Je faisais ce qui était juste. J'étais un bon fils. Honore ton père. Je n'avais aucune idée que je ne sauvais pas seulement la maison. J'étais en train de renoncer à ma propre vie. Le premier mois a été un tourbillon de gestion de crise financière. J'ai fait un chèque à la banque qui a fait trembler ma main, rattrapant les 3 mois de mensualité d'hypothèque manquée. Ensuite, j'ai mis en place un virement automatique pour le paiement mensuel de 1200 $. Cela seul représentait plus que mon ancien loyer. Puis sont venues les charges, 150 $ pour l'électricité et le gaz. Internet coûtait 80 $. Le forfait téléphonique familial, que ma mère avait commodément mis à mon nom des années auparavant et oublié, représentait 120 $ de plus. Puis il y a eu les courses. Ma mère, s'avérait-il, avait développé un goût pour le tout biologique. La facture hebdomadaire des courses n'était jamais inférieure à 200 $. Je me souviens m'être tenu dans le supermarché un soir, épuisé après une journée de travail de 10 heures. J'avais un bon faux filet dans la main, une petite gâterie pour moi-même.
Puis j'ai regardé la liste que ma mère m'avait envoyée par SMS, choux frisés biologiques, pain sans gluten, huile d'olive importée. J'ai fait le calcul dans ma tête. J'ai reposé le steak. J'ai acheté le chou frisé. Plus de la moitié de mon salaire avait disparu avant même que je puisse penser à mes propres besoins. Mes remboursements de prêts étudiants me semblaient être un poids de plomb. Mon assurance auto, ma propre facture de téléphone, mon désir de mettre quelque chose, n'importe quoi, de côté. Tout cela est devenu un rêve lointain. Mon meilleur ami Marc a vu le désastre arriver à des kilomètres. Nous nous sommes retrouvés pour une bière et c'était la première fois que je le voyais depuis un mois. « Tu as une mine affreuse, mec », a-t-il dit Cash, en buvant une gorgée de sa bière. J'ai juste haussé les épaules, trop fatigué pour argumenter. C'est beaucoup à gérer. Je suis sérieux, a-t-il dit en se penchant en avant. Comment ça se passe vraiment là-bas? Ça va, ai-je dit un peu trop vite. Je garde les choses sous contrôle. C'est juste temporaire. Marc m'a jeté un regard. Celui qui disait qu'il n'y croyait pas une seconde. Chris, nous sommes amis depuis la première année d'université. Je connais ta mère. Tu te souviens quand ton père était malade et qu'elle a acheté ce SUV tout neuf parce qu'elle méritait quelque chose de bien pour l'aider à surmonter le stress. Tu te souviens quand Laura voulait faire ce voyage scolaire en Europe et qu'elle t'a convaincu de liquider une partie de tes bons d'épargne que tes grands-parents t'avaient donnés, en promettant de te rembourser? J'ai grincé des dents. Il avait raison. J'avais oublié cela. Ou plutôt, j'avais choisi d'oublier. Elle ne m'a jamais remboursé. C'est différent, ai-je insisté, bien que ma voix manquât de conviction. C'est la maison de papa. Je ne peux pas la laisser la perdre. Et elle le sait, a répliqué Marc, sa voix ferme mais gentille. C'est le bouton sur lequel elle appuie. C'est le plus gros bouton, le plus brillant qu'elle ait, et elle s'appuie dessus de tout son poids. Je te dis juste, mec, fais attention. Ne te mets pas en feu pour garder les autres au chaud. Ils vont juste te regarder brûler et se plaindre que la lumière vacille. Ces mots sont restés en moi. Une écharde inconfortable dans mon esprit, mais je les ai repoussés. Ils ne comprenaient pas. C'était ma famille. C'était mon devoir. Mais le fardeau était invisible. Ma mère et ma sœur voyaient les lumières rester allumées, le frigo rester plein, le Wi-Fi ne jamais coupé. Elles ne voyaient pas la dette de carte de crédit croissante que j'accumulais pour combler les trous. Elles ne me voyaient pas manger des nouilles instantanées pour le déjeuner à mon bureau pour économiser de l'argent. Elles ne voyaient pas les invitations d'amis que je devais constamment refuser, désolé les gars, je ne peux pas venir ce week-end, je suis débordé. C'était un mensonge. Je n'étais pas débordé. J'étais fauché. L'isolement était la pire partie. Je vivais dans une maison avec 2 autres personnes, et pourtant, je me sentais complètement et totalement seul. J'étais un fantôme dans ma propre vie, finançant silencieusement un monde dont je ne faisais plus partie. La gratitude de ce premier jour avait disparu depuis longtemps, remplacée par une attente silencieuse, lourde et écrasante. La transition de bénéficiaire reconnaissante à reine exigeante a été si progressive que je l'ai à peine vue se produire. Les discussions sur le fait que ma mère trouve un emploi ont complètement disparu après le premier mois. Elles ont été remplacées par une litanie d'excuses. J'ai regardé en ligne aujourd'hui, Chris, annonçait-elle avec un soupir théâtral. Il n'y a tout simplement rien pour une femme de mon âge avec mes compétences. Ces compétences, pour autant que je puisse en juger, consistaient à regarder la télévision en journée et à gérer le calendrier social de son club de lecture. Avec la présomption de permanence sont venues les exigences. Elles ont commencé petit, formulées comme des suggestions. Tu sais, Chris, j'ai vu une publicité pour cette merveilleuse nouvelle crème pour le visage. Elle est censée rajeunir la peau de 10 ans. On devrait en prendre. On était un pronom qu'elle utilisait souvent quand elle voulait dire tu. Le plus grand changement est venu avec sa vie sociale. Maintenant que la menace de saisie avait disparu, elle était impatiente de retrouver son statut parmi ses amis. Cela a culminé lorsqu'elle a annoncé qu'elle accueillait son club de lecture. Ce sera charmant, a-t-elle dit, rayonnante. Juste quelques dames pour du vin et du fromage. Un peu de normalité. Je suis rentré du travail ce vendredi-là dans une maison pleine de ses amis. La musique jouait, le vin coulait. Ma mère, tenant court dans le salon, m'a désigné alors que j'entrais,
épuisé et défait. Oh, tout le monde, voici mon merveilleux fils, Christopher. Il a été d'une telle aide à la maison. Je me suis senti comme l'employé de maison. J'ai affiché un sourire crispé, bafouillé un bonjour et me suis échappé dans ma chambre. 1 heure plus tard, elle a frappé à ma porte. Chris, mon chéri, tu pourrais être un amour et courir au magasin. Nous n'avons plus de chardonnay. Elle me tendait déjà un billet de $20, un seul billet de 20 pour une bouteille de vin dont je savais qu'elle coûtait au moins cela, sans parler des 3 autres bouteilles que elles avaient déjà consommées. J'ai pris les $20, je suis allé au magasin et j'ai payé 2 bouteilles de plus avec ma propre carte bancaire. Quand je suis rentré, elle ne m'a même pas remercié. Elle a juste pris le sac et a dit « Oh, bien. Tu es de retour », avant de se tourner à nouveau vers ses amis. J'ai passé le reste de la nuit dans ma chambre, à écouter leur rire, en sentant mon ressentiment se transformer en un nœud dur et amer dans mon estomac. Le lendemain matin, c'est moi qui ai dû nettoyer les verres à vin et les assiettes de fromage qu'elles avaient laissées éparpillées dans la maison. Laura, pendant ce temps, vivait dans une bulle de bonheur, complètement isolée de la réalité financière. Pour elle, l'argent était un concept abstrait qui apparaissait magiquement dès qu'elle en avait besoin, un nouveau téléphone, des billets de concert, un week-end avec ses amis. Elle allait simplement voir maman, qui venait ensuite me voir. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans cette phase de mon désenchantement est survenue pendant une journée de télétravail. J'étais en réunion téléphonique avec mon équipe pour discuter d'un bug critique dans notre logiciel. Ma mère a choisi ce moment exact pour passer l'aspirateur juste devant la porte de ma chambre. J'ai coupé mon micro et j'ai ouvert la porte. « Maman, s'il te plaît », ai-je chuchoté d'un ton pressant. Je suis dans un appel très important pour le travail. Elle a éteint l'aspirateur avec un pfff agacé. Eh bien, excuse-moi d'essayer de garder une maison propre. Certains d'entre nous n'ont pas la chance de rester assis sur une chaise toute la journée à parler. Plus tard, j'ai essayé de lui expliquer calmement. Maman, ce travail, celui où tu penses que je suis juste assis à parler, paie l'hypothèque de cette maison. Son visage est passé de l'agacement à la fureur en une fraction de seconde. Sa voix est descendue dans un sifflement bava venimeux. Ne t'avise pas de me jeter ça à la figure. Je suis ta mère. C'est ma maison. Tu vis ici sous mon toit. L'audace pure a coupé le souffle de cette déclaration m'a laissé sans voix. Elle avait complètement réécrit la réalité. Dans son esprit, elle était la propriétaire bienveillante, et j'étais le locataire ingrat qui avait de la chance d'être là. Je l'ai juste fixé, et dans ses yeux froids et défiants, j'ai vu que la femme que je pensais sauver avait disparu. À sa place se tenait une inconnue, et j'étais piégé avec elle. Au milieu de la guerre froide croissante à la maison, mon travail est devenu mon seul refuge. Le bureau était un lieu de logique et de raison où les efforts étaient récompensés et la compétence appréciée. C'était tout ce que ma maison n'était pas. Mon patron, Monsieur Henderson, était un homme à la fin de la cinquantaine, vif, exigeant, mais fondamentalement juste. Il ne se souciait pas de votre vie personnelle. Il se souciait des résultats, et je lui en fournissais. Un lundi matin, il m'a convoqué dans son bureau aux parois de verre. La vue sur la ville depuis sa fenêtre était encore meilleure que celle de mon ancien appartement. « Chris, assieds-toi », a-t-il dit en désignant la chaise en face de son grand bureau en acajou. J'ai examiné les évaluations de performance trimestrielles. Mon estomac a fait un petit bond. « Ton travail sur le compte Peterson a été exceptionnel », a-t-il poursuivi, allant droit au but. « Tu as fondamentalement sauvé ce contrat. Ton chef d'équipe ne tarit pas d'éloges sur toi. » « Merci, monsieur », ai-je réussi à dire, ressentant une vague de fierté sincère. J'avais une super équipe. « Ne sois pas modeste », a-t-il dit avec un léger sourire. Je sais qui fait le gros du travail. Ce qui m'amène à mon point suivant. Nous lançons une nouvelle initiative nommée Projet Nightingale. C'est notre candidature pour les Grands Ligues, une suite logicielle de plusieurs millions de dollars pour l'industrie de la santé. Les enjeux sont élevés, la pression est forte, et les délais vont être brutaux. Il s'est interrompu, se penchant en avant, ses yeux fixés sur moi. Je constitue une nouvelle équipe de direction pour la mener à bien. Je te veux dedans. Pas comme membre junior, comme adjoint. L'air a quitté mes poumons. Ce n'était pas seulement une étape supérieure. C'était un bond en avant. C'était le genre d'opportunité qui définit une carrière et qui pouvait tout changer.
Cela signifiait un nouveau titre, de nouvelles responsabilités, et plus important encore, une promotion sérieuse avec le salaire correspondant. C'était une bouée de sauvetage. Bien sûr, a-t-il averti. Cela va signifier des heures de présence intense, des nuits tardives, travailler le week-end, un engagement total. Il n'y a pas de place pour l'erreur. Mais si nous décrochons cela, tu écriras tes propres conditions dans cette entreprise. Alors, qu'en dis-tu? Je suis partant, ai-je dit, ma voix remplie d'une conviction que je n'avais pas ressentie depuis des mois. À 100%. Merci, monsieur Henderson. Je ne vous décevrai pas. Je suis sorti de ce bureau en me sentant mesurer 3 mètres de haut. Le poids suffocant de ma vie de famille semblait se soulever, remplacé par une vague d'adrénaline et d'espoir. C'était ma sortie. C'était mon avenir. J'étais tellement porté par la nouvelle que j'ai enfreint ma propre règle et je l'ai partagée à la table du dîner ce soir-là. Je l'ai présentée comme une victoire pour nous tous. C'est une énorme opportunité, ai-je expliqué, essayant d'injecter de l'enthousiasme dans l'air ambiant. La promotion s'accompagnerait d'une augmentation de salaire significative. Cela rendrait les choses beaucoup plus faciles ici. Laura a grogné depuis derrière son téléphone, donc tu vas travailler encore plus. Génial. Ma mère a posé sa fourchette d'un mouvement délicat et délibéré. C'est bien, mon chéri, a-t-elle dit, son ton dégoulinant de condescendance. Mais qu'en est-il de la maison? Les gouttières sont bouchées. La salle de bain du bas a un robinet qui fuit. On ne peut pas s'attendre à ce que je gère toutes ces réparations moi-même. Je l'ai fixé, mon court moment de joie s'évaporant comme de la brume. Maman, ce sont des choses mineures. Je peux appeler un bricoleur. C'est de ma carrière dont nous parlons. C'est la chose même qui me permet de payer pour cette maison et les réparations dont elle a besoin. Il n'y a pas de quoi se mettre sur la défensive, a-t-elle dit en se tapotant les lèvres avec une serviette. Il semble juste que tes priorités soient déplacées. Un homme est censé s'occuper de son foyer. Ton père s'occupait toujours du foyer. La comparaison avec mon père était un coup bas et elle le savait. C'était conçu pour faire mal, pour me remettre à ma place. Elle n'était pas fière de ma réussite. Elle se sentait menacée par elle. Une promotion signifiait que je devenais plus puissant, plus indépendant. Cela signifiait que le rapport de force basculait, et elle ne pouvait pas le supporter. Ma réussite n'était pas une ressource pour la famille. C'était une trahison de son contrôle. La fissure qui s'était formée entre nous s'est élargie en un canyon profond et infranchissable. La dispute au sujet de ma promotion a donné le nouveau ton glacial à notre foyer. Je me suis plongé dans le projet Nightingale avec de la hargne, utilisant les heures éprouvantes comme une excuse bienvenue pour être n'importe où sauf à la maison. La maison n'était plus un lieu de conflit. C'était un lieu d'hostilité silencieuse et couvant sous la cendre. Nous étions des colocataires qui se détestaient. J'ai commencé à payer toutes les factures en ligne depuis mon bureau, en sauvegardant méticuleusement chaque email de confirmation. Je voulais une trace écrite numérique. Je voulais une preuve irréfutable de mes contributions, même si ce n'était que pour ma propre tranquillité d'esprit. Un samedi, alors que ma mère et ma sœur étaient de sortie pour faire des courses, en utilisant une carte de crédit dont je savais désormais qu'elle existait, un fait qui me faisait bouillir le sang, j'ai décidé de m'attaquer à la montagne de courriers bêtement accumulés sur la table de l'entrée. C'était une tâche que j'avais évitée, mais j'avais besoin de faire quelque chose de physique, quelque chose pour me distraire de la rage qui me retournait l'estomac. Je triais le courrier en 2 piles, à détruire et à recycler, quand je l'ai vu. C'était une mince enveloppe coincée entre un catalogue de meubles et un menu à emporter. Elle provenait d'une compagnie de cartes de crédit différente de celle que j'avais trouvée auparavant, celle-ci étant une grande banque nationale. Elle était adressée à ma mère, et elle portait le même tampon rouge menaçant que la précédente, compte en souffrance. Mon cœur a commencé à battre un rythme lourd contre mes côtes. Je pensais connaître l'étendue de sa tromperie, mais ceci était quelque chose de nouveau. Les mains tremblantes, je l'ai ouverte. Ce n'était pas une facture pour des produits de luxe. C'était un relevé de prêt d'avance de fonds. Elle avait souscrit un prêt de $5000 sur la carte 2 mois auparavant. Le taux d'intérêt était prédateur, supérieur à 25%. Elle n'avait pas fait un seul versement, mais c'était la section mémo de la transaction qui m'a rendu physiquement malade. Il y était écrit « Frais de scolarité universitaire de L. Miller. Laura. »
Ma mère avait souscrit un prêt à taux usuraires pour payer les frais de scolarité de ma sœur, mais c'était impossible. J'avais personnellement créé un fonds d'études pour Laura avec l'argent de l'héritage que mes grands-parents m'avaient laissé. J'y versais des mensualités depuis des années, et j'avais donné à ma mère les informations du compte pour payer les frais de scolarité directement à partir de celui-ci. Le fonds contenait plus qu'il n'en fallait pour couvrir le semestre. J'ai reculé en trébuchant, m'appuyant contre le mur pour me soutenir. Les implications se sont effondrées sur moi en une vague effrayante. Elles n'avaient pas utilisé le fonds d'études. Elles l'avaient dépensé. Elles avaient vidé l'argent que mes grands-parents avaient laissé pour l'éducation de ma sœur. Et puis ma mère avait pris un prêt digne d'un usurier pour le cacher, le laissant couver et accumuler des intérêts crippling. Quand elles sont rentrées à la maison, les bras chargés de sacs de shopping, je les attendais dans le salon. Je n'ai pas crié. Ma voix était étrangement calme. J'ai brandi le relevé. Expliquez-moi ça. Le visage de ma mère est devenu blanc comme un linge. Je ne sais pas ce que c'est. Ne me mens pas, ai-je dit, ma voix comme de la glace. Je sais pour le fonds d'études de Laura. Je sais qu'il n'y a plus rien. Où est passé l'argent, maman? Laura regardait alternativement entre nous deux, ses yeux grands ouverts de peur. Ma mère a commencé à pleurer. Nous avions des dépenses. La voiture avait besoin de réparation. Le toit avait une fuite. Tous des mensonges. J'avais payé les réparations de la voiture. Le toit allait très bien. Puis Laura, ma sœur chérie, a porté le coup de grâce dévastateur. Elle a commencé à sangloter, « Je suis tellement désolée, Chris. Je lui ai dit que nous devrions juste te demander l'argent, mais elle a dit que tu étais déjà tellement stressé par l'hypothèque. Elle ne voulait pas te déranger. Elle a dit que tu serais en colère si tu savais que le fonds était vide. » Ces mots, censés ressembler à une confession, étaient une trahison sans mesure. Elle savait. Elle savait que le fonds d'études avait disparu. Elle savait pour le prêt secret. Elle avait été une participante volontaire à toute la dissimulation. Ma propre sœur m'avait regardé me tuer au travail, sachant qu'elles avaient volé son avenir et volaient maintenant le mien. Et elle n'avait pas dit un seul mot. Elle était complice de chaque mensonge. Le dernier lambeau d'affection fraternelle que j'avais pour elle est mort à ce moment-là après la révélation de la fraude sur les frais de scolarité. Quelque chose en moi s'est irrévocablement brisé. La colère et la douleur étaient toujours là, mais elles étaient désormais enrobées d'une épaisse couche de résolution froide et dure. Le lien émotionnel avec ma mère et ma sœur était rompu. Je ne les voyais plus comme des membres de la famille qui avaient fait des erreurs. Je les voyais des adversaires. Le silence dans la maison est devenu absolu. Nous nous déplacions dans les espaces partagés comme des inconnus dans une morgue. L'air était lourd d'accusations non dites et de trahisons sans excuse. Elle savait que je savais tout et elle savait qu'il n'y avait rien qu'elle puisse dire. Alors elle ne disait rien. Ma vie s'est compartimentée. Au travail, j'étais un leader. J'étais décisif, respecté et sous contrôle. Je me suis jeté dans le projet Nightingale, les longues heures et les problèmes complexes étant un anesthésique bienvenu pour la douleur de ma vie de famille. Je construisais quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'appartenait, et c'était mon seul salut. À la maison, j'étais un fantôme. J'entrais par le garage, j'allais directement dans ma chambre, et je n'en sortais que tard dans la nuit pour un bol de céréales quand je savais qu'elle dormait. J'ai continué à tout documenter, mais avec un nouveau sens de la mission. Ce n'était plus seulement pour ma propre santé mentale. C'était pour ma propre défense. J'ai constitué un dossier, un relevé financier complet de l'année écoulée, chaque facture payée, chaque reçu de caisse, chaque relevé bancaire, chaque facture de carte de crédit trompeuse. J'ai tout sauvegardé sur un serveur cloud sécurisé, un arsenal numérique en attente d'une guerre que je savais désormais inévitable. À l'approche des fêtes, la tension dans la maison est devenue presque insupportable. Noël. Un moment qui était autrefois mon préféré se profilait désormais comme une menace. Une partie de moi, la partie logique, me criait de simplement partir, de faire une valise, de disparaître et de les laisser faire face aux conséquences de leurs propres actes. Mais une autre partie, la partie qui gardait encore le souvenir de mon père, résistait. Je ne pouvais pas m'enlever l'image de lui accrochant des guirlandes sur la maison, l'odeur de son célèbre rôti de bœuf de Noël remplissant la cuisine.
Partir avant Noël semblait être concéder la défaite, comme les laisser effacer sa mémoire et tout ce qu'il représentait. Alors, j'ai pris une dernière décision fatidique, je leur donnerai un dernier Noël. Mais celui-ci se ferait selon mes conditions. Ce ne serait pas une célébration. Ce serait un test, un jugement silencieux final. Je ferai tout. J'achèterai le sapin. Je décorerai la maison. Je planifierai et cuisinerai un festin digne d'un roi. Je créerai une illusion parfaite et brillante d'un Noël en famille heureux. Je leur tendrai cette chose magnifique et fragile, une offre faite de ma propre sueur et de ma propre douleur, et je regarderai avec un détachement froid et clinique alors qu'elle la briserait inévitablement en morceaux. Je savais qu'elle le ferait. Leur sentiment de droit était devenu un trou noir, consommant tout sans une trace de gratitude. Mais j'avais besoin de le voir se produire. J'avais besoin de cette preuve ultime et incontestable qu'il ne restait rien à sauver. Ainsi, au cours des semaines précédant le 25, je suis devenu un tourbillon d'activités festives. J'ai acheté le plus grand sapin du lot. J'ai accroché des guirlandes jusqu'à ce que la maison brille. J'ai planifié un menu à plusieurs plats. Ma mère et ma sœur observaient mes préparatifs avec un mélange de confusion et de lassitude. Elles ne comprenaient pas ce que je faisais, mais elles n'ont pas proposé d'aider. Elles observaient juste comme des vautours tournoyants, attendant de voir ce qui se passerait ensuite. Elles n'avaient aucune idée qu'elles ne me regardaient pas préparer une fête. Elles me regardaient préparer une exécution. Le réveillon de Noël ressemblait à la dernière scène d'une pièce de théâtre. Le décor était posé, les acteurs étaient en place, et l'air était lourd de répliques non dites. J'avais passé la journée entière à cuisiner. La cuisine s'était remplie des riches odeurs de la dinde en saumure et des tartes en cuisson. La maison ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine. Le sapin était une cascade de lumière clignotante et d'ornements brillants, et j'avais même allumé un feu dans la cheminée, sa lueur chaude contrastant fortement avec l'atmosphère glaciale entre nous. Ce soir-là, nous nous sommes rassemblés dans le salon pour l'ouverture sommaire des cadeaux. J'avais, dans un moment de ce que je ne peux décrire que comme une habitude masochiste, acheté des cadeaux pour elle. Pour ma mère, un chandail en cachemire coûteux dont elle parlait depuis des mois. Pour Laura, le nouveau smartphone haut de gamme auquel elle avait fait allusion. Je les avais mis sur ma propre carte de crédit, m'ajoutant à la montagne de dettes que j'assumais pour elle. C'était une dernière ironie amère. Elles ont ouvert leurs cadeaux avec un enthousiasme creux et rodé. « Oh, Chris, c'est magnifique », a dit ma mère en brandissant le chandail sans croiser mon regard. Laura était déjà absorbée par la configuration de son nouveau téléphone, grognant à peine un merci. Il n'y avait rien pour moi sous le sapin. Pas une carte, pas une paire de chaussettes, pas une tablette de chocolat, rien. Je m'y attendais, mais la réalité brute de la chose est quand même tombée comme un coup de poing dans l'estomac. C'était une déclaration si claire, si sans ambiguïté, tu donnes, nous prenons. C'est l'intégralité de notre relation. Plus tard, j'étais dans la cuisine en train de me verser un verre d'eau quand j'ai entendu les tons feutrés de ma mère depuis le salon. Elle était au téléphone, sans doute avec sa sœur, ma tante Carole. Je me suis figé, me pressant contre le mur dans le couloir sombre, et j'ai écouté. Je ne sais plus quoi faire, Carole, disait ma mère, sa voix étant un murmure théâtral d'un soi-disant désespoir. Il agit si bizarrement. Toute cette décoration et cette cuisine. C'est comme s'il essayait de prouver une sorte de point. Il se promène juste avec ce nuage sombre au-dessus de la tête, à nous juger. Il y a eu une pause alors que tante Carole parlait à l'autre bout. Je pouvais l'imaginer claquer de la langue en sympathie, remuant la soupe. Je sais, a poursuivi ma mère, sa voix descendant plus bas. Tu as raison. Il a 30 ans, il vit dans ma maison et agit comme s'il était le roi. Il a besoin d'une dose de réalité. Tu l'as dit toi-même la semaine dernière. Parfois, il faut être cruel pour être gentil. Il est temps qu'il apprenne ce qu'est le monde réel sans moi sur qui se reposer. Il a besoin d'une bonne poussée sans moi sur qui se reposer. L'illusion était si absolue. C'était presque une œuvre d'art. Dans son récit, elle était le filet de sécurité, pas l'encre me traînant vers le fond. Et tante Carole, ma tante en apparence si douce et encourageante, était celle qui lui chuchotait du venin à l'oreille, lui donnant la justification dont elle avait besoin pour faire ce qu'elle s'apprêtait à faire. Une bonne poussée. C'était une déclaration de guerre. Je me suis reculé silencieusement, le verre d'eau oublié dans ma main.
La dernière braise de doute qui vacillait dans mon esprit s'est éteinte. Ce n'était pas un acte de frustration spontanée. C'était prémédité. Elles en avaient discuté. Elles l'avaient planifié. Le dîner de Noël de demain n'était pas juste un repas. C'était un piège. Je suis monté dans ma chambre et je me suis assis sur le bord de mon lit dans le noir. Je ne ressentais plus de tristesse. La douleur avait été brûlée, ne laissant derrière elle qu'une certitude froide va dure. Je les voyais enfin exactement pour ce qu'elles étaient, ma mère, une manipulatrice hors pair paralysée par son propre sentiment de droit, et ma tante, une complice jalouse se cachant derrière un masque de préoccupation familiale. Je suis resté éveillé pendant des heures, non pas dans le désarroi, mais dans une contemplation silencieuse. J'ai pensé à mon père, à sa force et à son intégrité. Je savais ce qu'il voudrait que je fasse. Il voudrait que je me batte pour moi-même, que j'honore la vie qu'il avait tant travaillé à me donner. Et ainsi, dans l'obscurité silencieuse du réveillon de Noël, j'ai finalisé mon propre plan. Il ne s'agissait plus seulement de partir. Il s'agissait de reprendre le contrôle du récit. Elle s'apprêtait à me pousser, mais elle n'avait aucune idée que j'allais repousser avec tout le poids ignoble de la vérité. Au moment où j'ai fermé la porte de ma chambre après m'être éloigné de la table du dîner de Noël, ce fut comme si un interrupteur s'était déclenché. La colère, la douleur, le choc, tout s'est dissipé, remplacé par une clarté ciblée unique. Il n'y aurait plus d'arguments, plus de supplications, plus d'essais de leur faire entendre raison. Les mots étaient inutiles désormais. Seule l'action comptait. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai fermée doucement. Le déclic du loquet a sonné comme un point final définitif sur un chapitre long et douloureux de ma vie. Pendant quelques minutes, je suis juste resté debout dans le noir à respirer de manière régulière. Mon cœur battait d'un rythme régulier, pas comme un colibri frénétique. L'adrénaline avait disparu, remplacée par une résolution glaciale. Puis j'ai allumé ma lampe de bureau et je me suis mis au travail. Mes mouvements étaient méthodiques, presque robotiques. J'ai tiré mes 2 plus grandes valises du fond du placard, celles que je n'avais pas utilisées depuis que j'avais quitté mon premier appartement. C'étaient des fantômes poussiéreux d'une vie passée. Je les ai essuyées et ouvertes sur mon lit. D'abord, les documents, mon ordinateur de travail, mes disques durs externes contenant toute ma vie numérique, mon passeport, mon acte de naissance, ma carte de sécurité sociale, et la chemise contenant la carte grise de ma voiture. C'étaient les objets qui prouvaient mon existence en tant qu'individu, séparé de cette unité familiale. Ils sont allés dans mon sac à dos, le sac le plus important. Puis les vêtements. J'ai ouvert mes tiroirs et mon placard et j'ai commencé un tri impitoyable. Mes costumes de travail, mes chemises habillées, les chaussures coûteuses que j'avais achetées pour le mariage d'un ami, sont allés dans une valise. Ils représentaient l'homme que j'étais dans le monde, le professionnel compétent. Puis mes vêtements décontractés, jeans, chandail, tenue de sport. Je m'arrêtais, ma main survolant un vieux chandail d'université délavé. C'était mon préféré depuis des années. Je me souvenais de l'avoir porté pendant mes révisions d'examens finaux, en célébrant avec des amis, en regardant des films avec mon père. Je l'ai tenu un moment, puis je l'ai plié et remis dans le tiroir. Je n'emportais aucun fantôme avec moi. J'ai emballé mes affaires de toilette, mon chargeur de téléphone, quelques livres que j'étais en train de lire. Chaque objet était un choix conscient, ceci est essentiel. Ceci est un fardeau. Le processus a été une forme d'apprentissage étrange et puissante, un acte physique de rupture des liens. Je me dépouillais d'une peau, laissant derrière moi la version de moi-même qui avait toléré l'intolérable pendant bien trop longtemps. L'ensemble du processus a pris moins d'1 heure. Mes 2 valises et mon sac à dos se tenaient près de la porte comme des soldats silencieux, prêts pour le déploiement. Ensuite, je m'assis à mon ordinateur. J'ai ouvert le navigateur et je me suis connecté à mon compte bancaire secret, le fonds d'évasion. Le solde était plus sain que je ne le pensais. Les longues nuits sur le projet Nightingale et les contrats d'indépendants avaient payé. C'était suffisant. Pas assez pour être à l'aise, mais assez pour être libre. J'ai réservé une chambre dans un motel de séjour prolongé de l'autre côté de la ville. Propre, anonyme avec sa propre kitchenette. 1 semaine, payée d'avance. Mon premier acte de vraie indépendance depuis plus d'1 an. À 2 heures du matin, la maison était aussi silencieuse qu'un tombeau. J'ai jeté un dernier coup d'œil autour de la chambre dans laquelle j'avais grandi.
J'ai vu les marques de crayon sur le cadre de la porte où mon père mesurait ma taille. J'ai vu l'affiche d'un groupe que j'aimais au lycée toujours punaisé au mur. Ce n'était qu'une pièce, une collection d'objets et de souvenirs, dont tous semblaient désormais appartenir à quelqu'un d'autre. J'ai pris mes sacs. Le poids était substantiel, mais c'était un poids d'ancrage, satisfaisant. J'en portais toute ma vie, et cela me semblait juste. Je suis descendu furtivement les escaliers, chaque marche étant une déclaration silencieuse de départ. J'ai gardé les yeux fixés sur la porte d'entrée, refusant de regarder dans le salon où les guirlandes du sapin clignotaient encore joyeusement, monument d'un fantasme qui s'était enfin brisé. J'ai tourné le verrou avec une lenteur extrême. Le léger déclic du mécanisme sonnant comme un coup de feu dans le silence. Je me suis glissé dehors dans le froid piquant. La neige tombait toujours, recouvrant le monde d'une nouvelle couche de blanc. Cela faisait l'effet d'une page blanche. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai chargé mes sacs dans le coffre de ma voiture, je suis monté et j'ai démarré sans allumer la radio. Le seul son était le crissement de mes pneus sur la neige, le son de mon évasion. Pendant les premiers jours, mon monde a été les 4 murs de ma chambre de motel. Le silence de ma famille a été absolu, un trou noir de communication. Je travaillais à distance, mon ordinateur portable étant un portail vers un monde où j'étais encore un professionnel apprécié. J'ai commandé à manger, regardé la télé, et essayé de ne pas penser. Mais le silence était un message en soi. Ce n'était pas le silence de l'inquiétude ou de la préoccupation. C'était le silence de l'effacement. J'avais été proprement et efficacement retiré de leurs lives, et il ne restait aucun vide derrière. C'était une confirmation glaçante et douloureuse de mon caractère jetable. Puis, le 8e jour, le silence s'est brisé et la guerre a commencé. Cela a commencé par un seul SMS de Laura. Un poignard court et acéré, comment as-tu pu faire ça à maman? Elle est complètement anéantie à cause de toi. J'espère que tu es content. J'ai fixé le message. Un rire amer m'a échappé des lèvres. Anéantie. Ma mère était beaucoup de choses, mais fragile n'en faisait pas partie. Avant même que je puisse décider comment répondre ou si je devais répondre du tout, mon téléphone a vibré à nouveau. C'était un email de ma tante Lisa, la sœur aînée de ma mère. L'objet était simplement « dégoûté ». L'email était un chef-d'œuvre d'hystérie de seconde main. « Christopher, ta mère m'a appelé en larmes. Je ne l'ai jamais entendue aussi désemparée. Elle m'a tout dit. Comment tu es entré dans une rage folle le jour de Noël, en hurlant et en criant? Comment tu as jeté ton assiette contre le mur comme un enfant et tu es parti en trombe, l'abandonnant face à la saisie et à une montagne de factures? Après qu'elle t'a recueilli, après tout ce qu'elle a fait pour toi, ton père aurait honte. Les mensonges étaient si audacieux, si précis. Je devais presque admirer l'artifice, jeter une assiette. C'était le détail théâtral parfait pour me peindre comme un déséquilibré. Puis les appels ont commencé. Mon cousin Caleb semblait mal à l'aise et déçu. Ma grand-mère, sa voix tremblant d'une indignation légitime, me disant que j'avais brisé le cœur de ma mère. Ma mère ne m'avait pas seulement mis à la porte. Elle avait lancé une campagne de la terre brûlée coordonnée pour anéantir ma réputation. Elle salait la terre, s'assurant que je n'aurais aucun allié, aucun système de soutien, personne vers qui me tourner dans toute la famille. Elle m'isolait complètement. Je m'assis sur le bord du lit rigide du motel, mon téléphone vibrant d'un autre appel entrant d'un parent en colère. Et j'ai senti les derniers vestiges de ma douleur et de ma tristesse se consumer, remplacés par une rage blanche et clarifiante. La victime passive que j'avais été pendant un an avait disparu. Elle voulait un méchant? Très bien, mais je ne jouerai pas le méchant dans son histoire. Je serai le héros de la mienne. Et l'arme du héros, c'est la vérité. J'ai ouvert mon ordinateur portable, mes doigts volant sur le clavier. Je n'ai pas écrit de supplique émotionnelle. Je ne me suis pas engagé dans un débat de il a dit, elle a dit. J'ai composé ma déclaration avec la précision froide et brutale d'un document juridique. Je suis allé sur ma page de réseau social, celle que j'utilisais rarement, et j'ai créé une nouvelle publication. Je l'ai rendue publique. J'ai identifié chaque membre de la famille auquel j'étais connecté, ma mère, ma sœur, toutes mes tantes, oncles et cousins. Le titre était simple, la vérité sur Noël et l'année écoulée. J'ai commencé calmement, à ma famille et mes amis, beaucoup d'entre vous ont entendu une histoire sur la raison pour laquelle j'ai quitté la maison de ma mère le jour de Noël.
L'histoire que vous avez entendue est une œuvre de fiction. Voici les faits. Puis j'ai déchaîné l'arsenal que j'avais constitué pendant des mois. D'abord, j'ai téléchargé le tableau, un relevé complet et détaillé de chaque facture que j'avais payée depuis que j'étais revenu. Hypothèque, $1,200 par mois. Charge, $150 par mois. Courses, $800 par mois. Les chiffres étaient bruts, incontestables. Deuxièmement, j'ai téléchargé un portefeuille PDF des relevés bancaires clés. J'ai surligné mes dépôts de salaire et les retraits correspondants qui correspondaient aux factures, prouvant que l'argent venait de moi et de moi seul. Troisièmement, et c'est le plus dévastateur, j'ai téléchargé les copies scannées des relevés de cartes de crédit de ma mère, le solde de $10 000 au grand magasin, les achats de luxe, le prêt d'avance de fonds secrets. J'ai inclus le relevé pour le fonds d'études vide de Laura montrant son solde avant que je n'emménage et son solde à 6 mois plus tard. J'ai écrit, je n'ai pas abandonné ma mère avec une montagne de factures. J'étais le seul à les payer. Je ne suis pas parti à cause d'une crise de colère. Je suis parti parce qu'on me l'a ordonné et parce que je n'étais plus prêt à financer un mode de vie de tromperie et de luxe tout en sacrifiant mon propre avenir financier. Les preuves sont toutes ici. Je ne vous demande pas de prendre mon parti. Je vous demande de regarder la vérité. J'ai pris une profonde inspiration, mon doigt survolant le bouton de publication. C'était le point de non-retour. J'ai cliqué et la bombe numérique est tombée. C'était le moment qui a tout changé. Le moment où j'ai enfin repris le contrôle de ma vie et de ma propre histoire. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à ce point. Vous êtes fantastique. Si vous êtes ici, faites-moi une grande faveur et appuyez sur ce bouton j'aime et commentez le chiffre ainsi dessous juste pour que je sache que vous êtes arrivé aussi loin avec moi. Cela ne aide pas seulement plus de gens à trouver cette histoire, cela me fait savoir que mon expérience signifie quelque chose pour quelqu'un là-bas. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Les retombées immédiates de ma publication ont été un silence assourdissant. Le barrage de SMS et d'appels en colère s'est arrêté comme si un interrupteur avait été déclenché. Pendant environ 3 heures, il n'y a rien eu. Je pouvais imaginer la scène parfaitement, les téléphones vibrant à travers le réseau familial, les gens cliquant sur les liens, l'horreur lente et naissante alors qu'ils faisaient défiler les preuves incontestables. L'histoire que ma mère avait si soigneusement construite était méthodiquement démontée. Pas par ma colère, mais par ses propres reçus. J'ai éteint mon téléphone. Je ne pouvais pas gérer la seconde vague inévitable, quelle que soit la forme qu'elle prendrait. J'ai marché jusqu'à un restaurant à proximité, j'ai commandé un café noir et un burger, et je m'assis dans un box, à regarder le trafic passer. Je me sentais étrangement calme. La vérité était dehors. C'était un animal sauvage désormais, et je ne pouvais pas contrôler ce qu'il faisait. Mais au moins, elle était libre, et moi aussi. Quand je suis rentré dans ma chambre de motel ce soir-là, j'ai rallumé mon téléphone. Il était inondé de notifications, mais elles étaient différentes désormais. La colère avait disparu, remplacée par un mélange de choc, de confusion, et de la part de quelques-uns, de profondes excuses. Le premier était un SMS de mon cousin Caleb. Il était long et décousu, Chris. Oh mon Dieu, je viens de tout lire. Je me sens tellement idiot. Ma mère, tante Lisa, est sous le choc le plus complet. Elle a été au téléphone avec mon père pendant 1 heure. Nous n'en avions aucune idée. Je suis tellement désolé pour le message que j'ai envoyé. J'aurais dû mieux savoir. J'aurais dû te faire confiance. Puis est venu le message vocal. C'était de tante Marie, la sœur de mon père. Sa voix, habituellement si chaude et joyeuse, était remplie d'une fureur froide. Christopher, c'est ta tante Marie. Je viens de raccrocher avec ta grand-mère. Je lui ai lu chaque ligne de ses relevés de carte de crédit. Le silence à l'autre bout était quelque chose à entendre. Elle a pris une profonde inspiration. Je veux te dire quelque chose que mon frère, ton père, m'a dit peu de temps avant de mourir. Il m'a dit, Marie, j'aime Janet, mais ses désirs ont une façon de devenir des besoins, et les besoins des autres ont une façon de devenir son problème. Il s'inquiétait pour ça. Il s'inquiétait qu'elle s'appuie trop lourdement sur toi. Des larmes sont montées à mes yeux. C'était un message du passé, une validation de la personne dont l'opinion comptait le plus pour moi. Mon père l'avait vu. Il savait.
Il serait tellement fier de toi en ce moment, mon grand, a-t-elle poursuivi, sa voix s'adoucissant. Fier de ton travail acharné, fier de ta force, et fier que tu t'es levé pour la vérité. Tu as fait ce qui était juste. Ne laisse personne, et je dis bien personne, te dire le contraire. Appelle-moi quand tu seras prêt. Nous t'aiderons à traverser ça. La guerre civile familiale avait commencé. Caleb m'a dit plus tard que tante Lisa avait eu une dispute hurlante avec ma mère au téléphone, l'accusant de mentir et de l'utiliser. Ma mère, en réponse, avait apparemment redoublé d'efforts, prétendant que j'avais falsifié les documents, mais c'était trop tard. Les preuves étaient trop écrasantes. Personne ne la croyait. La nouvelle la plus satisfaisante est venue de Caleb quelques jours plus tard, « Tu ne vas pas le croire », m'a-t-il envoyé par SMS. Tante Carole a appelé ma mère pour essayer d'arranger les choses. Défendre ta mère. Ma mère lui a dit qu'elle savait que Carole l'avait encouragée depuis le début et qu'elle était tout aussi coupable. Puis elle lui a raccroché au nez. Je ne pense pas qu'elles se parleront à nouveau avant très longtemps. Justice. Ce n'était pas fort ni dramatique. C'était le déclic silencieux et satisfaisant de relations brisées et de mensonges mis à nu. Ma mère et tante Carole avaient essayé de m'isoler, mais au final, elles ne s'étaient isolées qu'elles-mêmes. Elles étaient à la dérive sur un canot de sauvetage de leur propre fabrication, et personne ne venait les sauver. 6 mois peuvent sembler une vie entière. La personne qui a fui dans la nuit enneigée depuis sa maison d'enfance ressemblait à un homme différent de celui qui se tenait désormais dans son propre appartement, à regarder le soleil du matin briller sur les gratte-ciel. Le motel de séjour prolongé avait laissé la place à un appartement T2 lumineux et moderne. C'était plus petit que mon premier logement, mais cela semblait infiniment plus grand. C'était rempli de mes affaires, de mes choix, de ma paix. Il n'y avait aucun fantôme ici. Le projet Nightingale avait été un succès monumental, dépassant toutes les attentes. Comme promis, Monsieur Henderson m'avait promu chef de projet senior. Le titre s'accompagnait d'un bureau d'angle, un petit, mais il avait une fenêtre et un salaire qui me permettaient enfin de respirer. J'avais remboursé la dette de carte de crédit que j'avais accumulée pendant mon année de servitude. Je reconstruisais mes économies. Je reconstruisais ma vie. Je n'avais pas adressé un seul mot à ma mère depuis Noël. J'avais bloqué son numéro et celui de tante Carole également. J'entendais des rumeurs par le bouche à oreille familial. Ma mère avait été forcée de vendre la maison de mon père, la fondation que j'avais failli me détruire pour protéger. Elle et Laura avaient emménagé dans un petit appartement étriqué à l'autre bout de la ville. Les bénéfices de la vente, j'ai appris plus tard, avaient à peine suffi à couvrir l'hypothèque, les prêts secrets et la dette de carte de crédit. Elle n'avait plus rien. Une partie de moi, une petite partie résiduelle, ressentait un pincement de tristesse à la perte de la maison. Mais c'était une émotion passagère rapidement remplacée par le soulagement écrasant que ces chaînes n'étaient plus enroulées autour de mon cou. Un samedi ensoleillé, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu, « Chris, c'est Laura. Est-ce qu'on peut se voir s'il te plaît ? Juste pour un café. Je paie. » Les 2 derniers mots sont ceux qui m'a convaincu. C'était une admission modeste mais significative d'une nouvelle réalité. J'ai accepté et nous nous sommes retrouvés dans un café neutre. Le changement en elle était saisissant. L'étudiante insouciante et exigeante avait disparu. À sa place se tenait une jeune femme qui avait l'air fatiguée et usée. Les vêtements de marque avaient disparu, remplacés par un simple chandail générique. « Merci de me voir », a-t-elle dit, sa voix basse. Elle ne pouvait pas tout à fait croiser mon regard. « Qu'est-ce qui te préoccupe, Laura ?» ai-je demandé, gardant mon ton neutre. Je n'étais pas là pour me battre, mais je n'étais pas là non plus pour offrir l'absolution. « C'est dur », a-t-elle bafouillé, remuant son latte avec un bâton en plastique. « Le nouvel appartement est affreux. Maman. Elle est impossible à vivre maintenant que tu n'es plus là pour être sa cible. Tout est de ma faute. Le manque d'argent est de ma faute. Le fait qu'on ait dû vendre la maison est de ma faute. Le fait que sa vie ne soit pas parfaite est de ma faute. » Elle m'a enfin regardé, ses yeux brillants de larmes non versées. Elle me reproche ton départ. J'ai juste écouté, buvant une lente gorgée de mon café. Je n'ai pas dit « je te l'avais dit ». Je n'ai pas dit le bienvenu dans mon monde. J'ai été tellement stupide, Chris, a-t-elle chuchoté, une larme s'échappant enfin et traçant un chemin sur sa joue.
J'ai juste suivi le mouvement parce que c'était plus facile. Parce que j'obtenais ce que je voulais. Je ne me suis jamais arrêté pour penser à ce que cela te coûtait. Je le vois maintenant. Je vois tout et je suis tellement désolé. C'était l'excuse que je ne m'attendais jamais à recevoir, et elle était sincère. Je pouvais le voir dans ses yeux. Je sais, ai-je dit doucement. Et puis je lui ai offert la seule chose que je pouvais, tu sauras quand tu en auras assez, Laura. Tu atteindras un point où la peur de partir sera inférieure à la douleur de rester. Et quand ce jour viendra, tu m'appelles. Je t'aiderai à te remettre sur pied. Mais tu dois être celle qui franchit la porte. Elle a hoché la tête. Une lueur de quelque chose, d'espoir peut-être, dans ses yeux. Ce n'était pas le pardon, pas encore. Mais c'était un pont. Un petit pont fragile à travers un canyon de trahison, mais un pont néanmoins. Quelques semaines après ma rencontre avec Laura, par un mardi soir calme, on a frappé à la porte de mon appartement. C'était un coup sec et insistant qui m'a agacé. Je n'attendais personne. J'ai regardé par le Judas et une secousse m'a traversé. C'était ma mère. Elle se tenait là, paraissant plus petite et plus vieille que dans mes souvenirs. Elle tenait une tarte aux pommes de supermarché dans un réceptacle en plastique bon marché. L'absurdité du geste, une tarte à 5 $ censée guérir une blessure profonde d'1 kilomètre, était presque comique. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis composé un visage et j'ai ouvert la porte. Je n'ai pas fait un pas en arrière. Je n'ai pas souri. Je me suis juste tenu là, barrière humaine vers la vie que je m'étais bâtie. Christopher, a-t-elle dit, tentant un sourire maternel lumineux qui semblait grotesque sur son visage tendu. J'étais dans le quartier. Je t'ai apporté une tarte. Qu'est-ce que tu veux, maman? Ma voix était froide, plate. Il n'y avait aucune place pour la négociation. Son sourire a vacillé. Je pensais juste qu'on pourrait parler. Ça fait si longtemps. Une mère devrait pouvoir voir son fils. Un fils devrait pouvoir faire confiance à sa mère, ai-je répliqué, ma voix ne cédant pas. Le masque a glissé. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu l'éclair d'une fureur pure et sans mélange dans ses yeux. La même fureur que j'avais vue quand je l'avais interrogé sur la facture d'Internet. C'était la rage d'une reine dont l'autorité a été contestée. Mais elle l'a rapidement réprimée, la remplaçant par un regard de profonde tristesse théâtrale. Écoute, a-t-elle dit, sa voix prenant un ton blessé et las. Je sais que les choses ont dérapé, mais soyons justes. Nous avons tous les deux fait des erreurs, Chris. Nous avons tous les deux dit et fait des choses que nous regrettons. C'était ça. La non-excuse, l'ultime stratégie de la manipulatrice hors pair, égalait sa campagne calculée d'1 an d'abus financiers et émotionnels avec mon acte de préservation personnelle. Dans son esprit, ses actions et mes réactions étaient des péchés équivalents. Elle n'était pas désolée pour ce qu'elle avait fait. Elle était désolée pour les conséquences auxquelles elle faisait désormais face. Je l'ai regardée, cette tristesse soigneusement feinte, cette tarte bon marché, cette tentative désespérée de reprendre pied dans ma vie. Et j'ai senti le dernier morceau d'attachement émotionnel que j'avais pour elle se transformer en poussière et s'envoler. Il ne restait rien. Pas de colère, pas de haine, pas d'amour. Il n'y avait que le vide. Je ne me suis pas disputé. Je n'ai pas énuméré ses crimes. Je ne lui ai pas donné la satisfaction d'un combat. Je l'ai juste regardé dans les yeux, j'ai soutenu son regard pendant un long moment, puis j'ai lentement et silencieusement fermé la porte au nez. Le léger déclic du loquet a été le son le plus fort que j'ai jamais entendu. C'était le son d'une porte de cage se verrouillant de l'extérieur. C'était le son d'une fin définitive et irrévocable. Plus tard cette nuit-là, incapable de dormir, je parcourais un vieux carton d'affaires de mon père que tante Marie m'avait envoyé, principalement des photos et des souvenirs. Tout au fond, sous une pile de anciennes déclarations d'impôts, se trouvait une épaisse enveloppe scellée. De l'écriture familière et forte de mon père, il y avait mon nom, Christopher. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. C'était une lettre datée de quelques mois seulement avant sa mort, mon cher Chris, commençait-elle. Si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti. J'écris parce qu'un père doit dire à son fils des choses qu'il ne peut pas toujours dire à voix haute. J'aime ta mère de tout mon cœur, mais mon amour pour elle ne me rend pas aveugle. Elle a une peur en elle. Une peur de ne pas avoir assez qui la rend avide.
Son amour peut parfois ressembler à une cage, même quand elle veut qu'il soit une forteresse. J'ai dépensé beaucoup d'énergie au fil des ans à servir de tampon, à essayer de vous protéger, toi et Laura, des bords tranchants de ces insécurités. Ce travail n'est pas le tien, mon fils. Ton travail est de construire ta propre vie. Ne la laisse jamais te faire ressentir que son bonheur est ta responsabilité. Ce ne l'est pas. Ne sacrifie pas ton avenir sur l'autel de ses peurs. La maison n'est que du bois, des clous et des souvenirs. Ta vie, ton intégrité, ton bonheur. C'est cela mon vrai héritage. Va et construis-le, et sache qu'où que je sois, je serai plus fier de toi que tu ne pourras jamais l'imaginer. Je suis resté assis là dans le calme de mon nouvel appartement et j'ai pleuré. Non pas pour la famille que j'avais perdue, mais pour le père qui m'avait connu, vraiment connu, et m'avait donné sa bénédiction pour être libre toutes ces années auparavant. Je suis assis près de ma fenêtre maintenant. La ville dehors est une tapisserie de lumière clignotante. Chacune est une histoire, une vie. C'est le calme dans mon appartement. C'est un calme propre, paisible, le genre qui vous laisse entendre vos propres pensées. C'est un silence que j'ai mérité. Il m'a fallu longtemps et beaucoup de thérapie pour déballer entièrement cette année-là. La vraie trahison, j'en suis venu à le comprendre, n'a jamais été une question d'argent. L'argent n'était qu'un symptôme. La vraie trahison a été la prise de conscience lente et rampante que je n'étais pas vu comme un fils, mais comme une ressource, un service public. Et quand ce service n'était plus commode, il devait être jeté. Regardez votre propre mère et ne pas voir de l'amour mais une analyse coût-bénéfice dans ses yeux. C'est une blessure qui vous marque à un endroit que personne d'autre ne peut voir. Pendant si longtemps, j'ai été obsédé par l'idée de protéger l'héritage de mon père. Et je pensais que cet héritage était un lieu physique, une maison dans une rue banlieusarde calme. Je me suis presque sacrifié pour cette maison. J'ai sacrifié mes finances, mes amitiés, ma santé mentale, tout cela pour protéger du bois, des clous et un souvenir s'effaçant rapidement. Sa lettre m'a appris la vérité, son héritage n'était pas la maison, c'était la leçon qu'il avait essayé de m'apprendre toute ma vie, que la valeur d'un homme se mesure à son intégrité.